maintenant, nous allons écouter Claire Pignol. Merci. Alors, moi je suis historienne de la pensée économique et je veux commencer en disant qu'il y a une chose qui m'a déçue chez les historiens de la pensée, c'est qu'on a été minoritaire à adhérer à la FEP. Et y compris chez des historiens de la pensée qui sont critiques, qui conçoivent l'histoire de la pensée comme un exercice critique de l'orthodoxie et même qui veulent, à partir de leur pratique de l'histoire de la pensée, fonder une hétérodoxie. Alors, bon, ça c'est une chose qui, à la limite, n'est pas exactement importante ici, c'est des non-adhérents, sauf que je pense que ça révèle aussi une difficulté qu'on a, y compris chez les historiens de la pensée adhérents ici, une difficulté qu'on a à nous situer par rapport aux divers courants qui sont ici. Donc, Bruno réconciliait, moi je crains de plutôt fâcher, je vais essayer de dire des choses un peu, voilà, qui m'embarrassent. Alors, donc Olivier nous avait proposé de répondre à 3 questions. Quelle tradition convoquer, quelle conception du politique retenir et quelles alliances ou quelles frontières avec les sciences sociales. Donc la tradition, pour moi, s'il s'agit d'économie politique, la tradition c'est vraiment l'économie classique. Pas parce que je serais srafienne, j'ai le plus grand respect de tout ça, mais moi non, mais simplement vraiment parce que c'est par l'économie classique qu'a débuté notre discipline et que donc on en est les héritiers et on en est en partie même les esclaves dans le sens qu'écrivait Keynes dans la théorie générale quand il dit les hommes d'action qui se croient affranchis des influences doctrinales sont d'ordinaire les esclaves de quelque économiste passé. Donc se référer à l'économie classique, c'est savoir sous quelle influence nous sommes, afin au moins de n'être pas les esclaves de cette influence. Ça, c'était la première chose. Deuxièmement, quelle conception du politique retenir? Alors, avant, Olivier a demandé de définir des termes, moi je ne vais en définir aucun, mais je veux juste dire qu'avant toute définition, il y a cette chose qu'on sait tous, mais qu'on a tous tendance à oublier un petit peu. Cette chose que l'économie politique s'est constituée comme une philosophie politique. C'est-à-dire en définissant l'intérêt général comme une notion économique, comme un équilibre économique entre des intérêts individuels qui sont conçus comme des forces naturelles. Et ça, en ça, elle est une économie politique, l'économie classique, mais en ça, l'économie néoclassique est aussi une économie politique. C'est-à-dire qu'elle est aussi une philosophie politique. Elle est très très forte en ça. Il faut dire qu'elle est remarquable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le mainstream, ça... L'un des traits... Ça marche là ? L'un des traits frappants du mainstream... Pardon, excusez-moi. L'un des traits frappants du mainstream, c'est que ses représentants aujourd'hui... C'était mieux avant, c'était mieux avant. Je suis désolée. L'un des traits frappants du mainstream, c'est que ces représentants se présentent comme n'étant pas conscients de cette influence de philosophie politique. Ils se présentent comme des techniciens sérieux qui vont mettre leurs techniques de mécanismes économiques qui sont conçus comme des forces, qui sont indépendantes de toute représentation philosophique. Ils les conçoivent donc comme... ils conçoivent leurs connaissances comme quelque chose qu'ils peuvent ensuite mettre au service de ce qu'ils désirent selon leurs objectifs politiques ensuite. Donc, ils font une distinction entre leurs analyses économiques et puis leurs objectifs politiques. Et c'est comme ça que des gens qui sont très sincèrement de gauche ont les positions politiques qu'on sait quand ils sont dans le mainstream. C'est comme ça aussi, c'est pour ça aussi qu'ils nous représentent comme des idéologues ou comme des incompétents. Parce qu'ils voudraient bien parfois dire autre chose que ce qu'ils sont amenés à dire sur la mise en concurrence des services publics, sur l'évaluation, sur plein de choses comme ça. Ils voudraient bien dire autre chose, mais seulement ils sont conduits par leurs outils à dire ce qu'ils disent. Ils ne sont pas très contents d'avoir à dire ça. Donc, en fait, ils ne sont pas conscients que leurs outils leur imposent justement une définition de l'intérêt collectif, qui ne sont pas maîtres de leur définition de l'intérêt collectif. Donc voilà, ça c'était sur la question du politique. Alors ensuite, la question des frontières ou des alliances entre les sciences sociales. Alors, il y a 2 choses. Il y a la question de savoir avec quelle discipline nouer des alliances. Alors, bon, il a beaucoup été question de la sociologie. Moi, il me semble que d'abord, il y a la philosophie, parce que c'est ce qui a précédé et c'est ce qui rend intelligible l'économie et peut-être les sciences sociales. C'est la philosophie politique et la philosophie morale. Maintenant, il y a aussi la question de savoir comment nous, on se présente
comme économiste vis-à-vis des autres sciences sociales. Et là, je crois qu'il y a deux erreurs à ne pas commettre. La première qui serait, nous, de se présenter comme l'économie véritablement scientifique, qui voudrait remplacer l'économie standard et qui serait neutre. Et je ne crois pas que nos outils d'analyse soient neutres, pas du tout. Donc ça, il faut l'admettre. Il ne faut justement pas commettre l'erreur que commet l'orthodoxie. La deuxième erreur, ce serait de disqualifier la théorie néoclassique. Et ça, je trouve qu'on le fait trop souvent. Le désastre auquel on assiste aujourd'hui, c'est aussi un désastre de la théorie néoclassique. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mainstream, c'est de la sous-théorie néoclassique. C'est du sous-Walras-Haro-X. Et donc, il faut rappeler quand même que la micro, au départ, c'était pas la question de la rationalité individuelle, c'était quand même la question de la rationalité collective. Et qu'aujourd'hui, cette question est plus du tout possible. Et donc c'est ça qui est lamentable. Je crois qu'on a intérêt, je ne suis pas en train de dire qu'il faut, même que moi je serais walrasienne, je suis en train de dire que si on s'oppose à ça, il faut avoir un adversaire à notre mesure. Il faut avoir un adversaire intelligent. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas disqualifier ça. C'est pour ça d'ailleurs que Olivier disait qu'est-ce qu'on proposerait comme première chose à proposer. Il m'a dit ça là il y a une heure. Donc je me suis dit, enseigner correctement la théorie néoclassique, c'est-à-dire pas lui faire dire toutes les sottises que lui font dire les orthodoxes aujourd'hui. Et bon, alors il y a une dernière chose comme ça que j'ajoute qui m'embarrasse un peu parce que il en a été question un petit peu dans la journée. C'est l'unanimité que j'ai pu observer, ou la très grande majorité de gens qu'on retrouve, sur l'idée selon laquelle l'économie appartient aux sciences sociales parce que les objets économiques sont des objets sociaux. Bon, moi je vous signale juste que je suis embarrassée parce que je ne suis pas sûre que nos disciplines se définissent par leurs objets. Je pense qu'il y a eu ces objets pendant des milliers d'années, sans qu'il y ait d'économie, sans qu'il y ait de sciences sociales. Et donc, j'aurais l'impression, mais sans doute c'est un biais d'historienne de la pensée, mais j'ai l'impression que nos disciplines se définissent par des questions. Et donc voilà, donc j'ai un embarras par rapport à cette définition de l'économie en tant que science sociale. C'est tout. Merci pour cette...